j'appelle sans plus tarder à me rejoindre sur la table ronde, parce qu'on va commencer cette table ronde. Thierry Marchand pour la FNAIM. Bonjour Thierry, rejoignez-nous. Benjamin Rougerol pour l'Agence parisienne du climat. Vous avez une petite marche de l'autre côté. Et Christopher Liénard pour la ville de Fâche-Tuménil. Voilà. Bonjour Christopher, choisissez les chaises. Il y en a 3. Hein, donc, il n'y a pas besoin de faire de chaises musicales là. Et il y en a un qui se met au milieu. Et puis, il fallait mieux passer par devant, oui. Attention au câble. Et vous avez 2 micros pour 3, donc vous allez pouvoir vous partager le micro. Et également un retour devant vous, un écran de retour qui vous permet de voir ce que voit notre cher public. Alors peut-être un premier tour de table ronde de présentation. Vous pouvez commencer à vous présenter ce que vous faites, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Alors Thierry, peut-être. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis donc Thierry Marchand, je suis président de la Chambre des investisseurs de la FNAIM depuis maintenant un certain nombre d'années, en fin de mandat, et je réalise des diagnostics immobiliers depuis plus de 18 ans. Notamment, et ces dernières années, je réalise pas mal d'expertise technique sur le radon, la problématique de radon, qui est une problématique de qualité de l'air dans les locaux professionnels, dans les écoles, dans les lycées. Et également, je travaille sur les copropriétés, pour réaliser des diagnostics techniques globales dans le cadre de la copropriété, des DPE collectifs, des audits énergétiques, à tout le périmètre du diagnostic immobilier. Voilà. Christopher, pour continuer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Christopher Liénard, je suis adjoint au maire de la ville de Fâche-Tuménil, qui est une commune de 18 000 habitants voisine de Lille. Je suis en charge des urgences écologiques et de l'aménagement, ce qui comporte entre autres la gestion des bâtiments de la ville. Ça va être en lien avec ce dont je vais parler aujourd'hui. Et puis également, par ailleurs, je suis à titre professionnel directeur produit d'un éditeur de logiciels DOAP qui développe des logiciels de contrôle des réseaux, des systèmes de ventilation et d'étanchéité à l'air des bâtiments. Voilà, merci Christopher. Benjamin, donc il y a un deuxième micro, vous pouvez même… Allez-y, prenez le deuxième micro, comme ça vous le… Bonjour à tous, donc Benjamin Rougerol, moi je travaille à l'Agence parisienne du climat, qui est une agence locale de l'énergie pour la ville de Paris, et je suis responsable d'activité sur les études et les systèmes d'information. Et donc mon rôle, c'est de produire et d'encadrer la production d'études sur les sujets de la rénovation énergétique en copropriété. Et donc, parmi ces sujets-là, on va retrouver évidemment l'isolation thermique par l'extérieur, des questions de matériaux, des questions de performance énergétique, mais également ponctuellement des sujets autour de la qualité de l'air et de la ventilation. Voilà, merci pour cette présentation. Alors, effectivement, quand on a préparé cette table ronde, moi, ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est qu'on avait des personnes qui représentent le logement, et puis on va parler tertiaire aussi, qui représentent le tertiaire, donc on va pouvoir balayer le sujet de la qualité de l'air intérieur sur tous ces aspects. Alors, peut-être, pour commencer et faire un cadrage au niveau du public, ça serait peut-être bien de rappeler les polluants. À la fois, on avait dit que c'est la QAI, ça c'est le thème du jour, mais pas que. On peut parler d'extérieur parce que finalement, on n'est pas complètement hermétique aussi, et il y a des choses de l'extérieur qui pénètrent aussi à l'intérieur. Alors peut-être, allez-y Christopher. Alors vous, on parlera de votre projet plus en détail après, mais pour détailler un peu les sources de polluants que vous avez, intérieur comme extérieur. Alors, si je commence par l'extérieur, on est confronté aux polluants des dioxydes d'azote, par exemple, ozone, et aux particules fines. On a une grande problématique liée aux particules fines, qui d'ailleurs fait partie des polluants qui s'infiltrent justement à l'intérieur également, qui vient aussi concerner la qualité d'air intérieur, où on a donc les particules fines, mais aussi tout ce qui est composés organiques volatiles, comme les formaldéhydes, qui sont aussi un des polluants importants dans les qualités de l'air intérieur. On a le CO2 qui a d'autres effets et qui est aussi révélateur du confinement d'un bâtiment. Et en fait, sur l'ensemble de ces polluants-là ont des impacts très importants sur la santé. C'est un peu un fléau sanitaire invisible, on va dire, puisque selon les différentes études et différents chiffres, on a Santé publique France
qui estime à environ 48 000 décès par an. J'avais le chiffre de 24 000, donc c'est plus que ça, alors c'est 48 000. Oui, c'est 48 000 selon le chiffre de Santé publique France, sachant que depuis, il y a d'autres études qui sont parues qui ont établi des liens entre notamment les particules fines et d'autres pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, qui ne faisaient pas partie de l'estimation initiale, qui nous amènerait plutôt vers 67 000 décès par an. Donc ça, c'est en termes de décès prématurés, en lien avec la pollution de l'air, mais ce n'est pas le seul facteur. En termes d'espérance de vie, on a au niveau mondial une estimation de 2 ans d'espérance de vie au niveau mondial, parce que 90% de la population mondiale est exposée à un air trop pollué, d'après l'OMS, et donc ça a pour conséquence 2 ans d'espérance de vie. Sur certaines zones du monde, comme par exemple en Inde ou à New Delhi, ça peut aller jusqu'à 10 ans, 8 à 10 ans d'espérance de vie en moins en raison de la pollution de l'air. Si je prends l'exemple de ma métropole, on est plutôt aux alentours d'1 an et demi. Mais 1 an et demi, c'est quand même considérable quand on y pense. Et on n'en parle pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que finalement, quand la pollution, c'est quelque chose qui s'infiltre dans nos organismes par nos voies respiratoires, ça passe dans le sang, ça vient inflammer en fait un certain nombre d'organes à partir du moment où ces particules passent dans le sang. Ça vient provoquer ces différentes maladies, mais on ne fait pas de lien direct en fait, entre une pathologie respiratoire, une pathologie cardiovasculaire ou un autre type de pathologie. On ne fait pas le lien directement avec la pollution de l'air, et c'est pour ça que ça passe relativement inaperçu. Mais ces dernières années, on a de plus en plus d'études qui nous montrent l'importance sanitaire du sujet. Oui, Thierry, on n'a pas parlé là encore du radon, mais on peut en parler un petit peu aussi en termes de ces polluants. Alors, le radon est une autre problématique, mais il rentre finement dans la qualité de l'air intérieur. Ce n'est pas un polluant, c'est un gaz naturel, tout à fait naturel, qui s'insinue dans les logements. À l'extérieur, on est moins problématique parce que le radon se dilue énormément. C'est essentiellement lié à l'intérieur des logements, l'intérieur des locaux, et dans les sous-sols pour les travailleurs, dans divers bâtiments. Le radon, c'est 3000 morts calibrés par GRE chaque année. C'est quand même énorme. En France ? En France. Donc, c'est assez considérable. De mémoire, ce sont des chiffres beaucoup plus importants aux États-Unis, qui sont très, très importants aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique qui est reconnu et sur lequel on peut lutter, notamment par un des premiers volets qui est un renouvellement d'air de qualité au sein du bâtiment dans lequel on vit. Oui, on va reparler ventilation. Alors, on avait parlé des particules fines, juste pour préciser, parce quand on avait préparé cette table ronde, tu disais, oui, on mesure les particules fines qui ne sont pas dangereuses. Et donc, il y a différents types de particules fines. Alors en fait, c'est la réglementation aujourd'hui qui porte principalement sur les particules les plus grosses, les PM10. Alors c'est un peu technique, mais en fait, à partir du moment où la particule a une certaine taille, elle est plus facilement arrêtée par nos voies respiratoires. Mais si elle est plus petite, comme j'ai dit tout à l'heure, elle pénètre plus facilement dans le sang. Sauf que jusqu'à présent, les réglementations portaient principalement sur les particules les plus grosses. Et donc c'est vrai qu'il y a un décalage en fait aujourd'hui entre les connaissances sanitaires, les seuils de l'OMS et la réglementation européenne et française qui a mécaniquement un temps de retard, le temps de transcrire entre guillemets les connaissances scientifiques et sanitaires en réglementation. Je voulais aussi ajouter un petit mot, c'est par rapport à la pandémie qu'on vient de vivre, le coronavirus, qui a un lien aussi avec tout ça. J'avais vu une étude qui montrait qu'on avait une estimation d'environ 18 à 19% des décès Covid qui avaient un lien aussi avec la pollution de l'air. C'est-à-dire la pollution de l'air peut contribuer déjà à la propagation du virus et peut aussi, effectivement, comme pour toutes les autres pathologies, affaiblir les organismes qui sont confrontés à ce virus. Oui, c'est le double effet. Donc, Benjamin, quand on regarde, parce que Thierry, tu as tendu la perche en parlant de ventilation, effectivement, on sait que dans les bâtiments, il faut ventiler. Et donc, peut-être on peut rentrer dans votre étude que vous avez faite au niveau de l'APC, mais peut-être avant de rentrer dans l'étude, c'est quoi la mission de l'Agence parisienne du climat et d'une ALEC de manière globale ? Je pense que c'est important de le rappeler, effectivement. Donc, une agence locale de l'énergie et du climat qui porte le service public de la rénovation, elle a pour vocation d'accompagner les particuliers à la transition écologique de manière générale et plus précisément à la rénovation. C'est-à-dire que si vous êtes un particulier, que vous vous dites il faut que je rénove ma maison, mon appartement ou ma copropriété dans le meilleur des cas, j'ai des questions sur les matériaux, les travaux, les artisans, les aides financières.
vous pouvez contacter votre agence locale de l'énergie, votre espace France Rénov', hein, c'est la marque nationale maintenant, pour avoir ces conseils et même ces accompagnements qui sont gratuits, je le rappelle. Et donc, c'est le rôle de l'APC à Paris. On a une douzaine de conseillers aujourd'hui. On accompagne plus de 4500 copropriétés, donc ce n'est pas rien. C'est un sacré volume. Et le but du jeu, c'est qu'on fasse prendre conscience aux particuliers certains points importants de la rénovation. Par exemple, la prise en compte de la ventilation dans la rénovation énergétique. Il y a encore quelques années, il y a 5 ans, 10 ans, on avait plein de rénovations avec des isolations thermiques par l'extérieur, avec des isolations de toiture, des changements de fenêtres, et on ne touchait pas du tout à la ventilation. Et du coup, on créait des thermos dans lesquels on avait une espèce d'étanchéité complète du bâtiment et on n'avait pas une bonne ventilation, ce qui peut créer soit des pathologies techniques pour le bâtiment avec des moisissures, avec des malformations, etc., soit des pathologies pour les personnes qui y vivent puisque l'air n'est pas renouvelé, on vient de l'évoquer. Oui, donc ça, c'était sur la nécessité de mettre de la ventilation. On va parler d'études de Thierry. Tu voulais rebondir Oui. effectivement sur la rénovation et ses problèmes de ventilation. Je voulais effectivement rajouter, alors, il y a la loi climat résilience qui a rajouté un volet sur les particules fines, sur la mesure des particules fines obligatoires en fonction des décisions des préfets lorsqu'on a des chauffages au bois. Donc on commence à rentrer par la réglementation par un petit bout. Il y a encore un travail, une approche encore beaucoup plus importante, mais on commence à y rentrer lors d'une vente d'un bien immobilier. Il faudra à terme mesurer les émissions de particules fines des moyens de production de chauffage à bois. Pour revenir sur tout ce qui concerne… Cette mesure, pardon, elle est obligatoire, pas dans le logement. Dans le cas de la vente d'un logement. Dans le logement, oui. Il faudra mesurer quand j'ai une cheminée, les particules fines qui sont dans mon logement. Ah, ça, c'est moyen de chauffage. Une cheminée ouverte, on aura du mal à mesurer les particules fines d'une cheminée ouverte, mais une cheminée à poêle à bois, une poêle à granules, une chaudière pour une copropriété, mais ça sera plutôt pour la copropriété à faire. Mais oui, c'est aujourd'hui obligatoire dans certaines zones en France. Je pense notamment sur la région de Grenoble, les zones qui sont assez impactées par des pollutions extérieures. Mais il ne faut pas contribuer à des pollutions extérieures avec des nouvelles pollutions en mettant des moyens de chauffage, on va dire un peu entre guillemets plus écologiques, parce qu'ils émettent aussi des particules fines. Oui. Donc aujourd'hui, c'est identifié. Effectivement, le niveau des particules fines, c'est des particules fines grosses, on va dire suffisamment grosses qu'on appelle fines, mais c'est surtout ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'on a commencé à prendre conscience de cette problématique sur un point de vue réglementaire. Et pour parler également sur la ventilation, je rappelle qu'il y a la RT, la réglementation thermique des bâtiments existants en 2008, 1er avril 2008, en application, prenait déjà en compte la ventilation. C'est-à-dire qu'on prenait en compte, on n'a plus le droit de poser des fenêtres en France double vitrage sans avoir simplement une barrette aux fenêtres. Est-ce que ça a été respecté? Les gens du terrain savent très bien que ça n'a jamais été respecté. On voit encore énormément de fenêtres posées sans tout simplement une grille de ventilation. Et donc, ça commence par le commencement. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilisation à faire sur cette évolution de la ventilation. Et heureusement, la RE 2020 et d'autres réglementations qui vont suivre, d'ailleurs même le DPE, on commence à informer qu'il y a une ventilation, quel type de ventilation. On ne précise pas qu'elle fonctionne ou ne fonctionne pas, mais au moins déjà, on informe. Oui, c'est-à-dire dans un cadre d'un DPE, quand on constate qu'il n'y a pas de ventilation sur les fenêtres, ça c'est une obligation de le signaler. C'est des choses qui vont au fil du temps. On avait demandé que ça soit mis en place. C'est prévu dans la loi également que le DPE devra être modifié en 2023. Pour avoir cette information complémentaire. Voilà, on ne va pas parler du DPE, mais effectivement, c'est une clé d'entrée, en tout cas pour ce sujet. Peut-être pour finir ce tour d'horizon réglementaire, là, on ne l'a pas fait, quelles sont les obligations dans le cadre de la QAI aujourd'hui? Parce que là, si on regarde le logement et si on regarde le tertiaire, alors peut-être le logement, on peut commencer, Thierry, continuer. Il y a le radon. Il y a le radon qui est… Alors, pour le logement en France, le radon se positionne uniquement en une information réglementaire lors de la location et de la vente d'un logement pour préciser dans quelle zone on se trouve. Si on se retrouve en zone 1, zone à risque 1, zone à risque 2, zone à risque 3. Mais il n'y a pas de mesure obligatoire, ce n'est uniquement une information que l'on donne aux particuliers. Le particulier peut tout à fait mesurer la mesure du radon dans ses logements. Par contre, pour tout le volet tertiaire, là, il y a des réglementations qui sont déjà depuis 2005 sur tout ce qui concerne les écoles, les établissements recevant du public au sens de la réglementation radon, donc les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, les universités, etc. Donc il y a des mesures qui sont faites depuis déjà de nombreuses années
Et ces dernières années, on a augmenté le périmètre en France. On a un territoire qui est beaucoup plus important que précédemment pour mesurer le risque radon. Le risque radon, qui était un seuil de 400 becquerels, a été baissé à 300 becquerels. Donc, on a bien une prise de conscience de ce risque. L'OMS a qualifié que le risque radon est à 150 becquerels. On parlait tout à l'heure de risque. Il y a le risque international et il y a ce que l'on rencontre sur le territoire français et européen. Donc, le seuil de 300 becquerels est un seuil européen et non plus un seuil français. Donc, on s'est appliqué à ce seuil européen. Mesure du radon dans les cas des établissements recevés publics pour le public. Donc, quand je dis que pour les écoles, c'est la mesure qu'on va faire pour les enfants qui sont dans les écoles, mais également depuis 2009, et ça s'est en plus renforcé en 2019, vous avez aujourd'hui des contraintes au niveau du Code du travail pour tous les locaux enterrés sur tout le territoire français. Là, la notion de zone est moins impactante. C'est sur tout le territoire français, on doit mesurer le radon dans les sous-sols, au rez-de-chaussée, au moins identifier le risque radon. Et puis toutes les cavités où on peut avoir un risque particulier. Le radon est un gaz radioactif qui vient du sol, principalement du sol, de temps en temps des matériaux de construction, ça arrive, et on peut même avoir dans certains cas dans de l'eau de source, genre d'autres périmètres. C'est pas un polluant, c'est un gaz, il faut lutter, et c'est un des éléments de la qualité de l'air. Et pour finir, quand vous faites des constructions neuves en HQE, bâtiment haute qualité environnementale, vous avez un des chapitres qui traite du radon. Oui, où c'est obligatoire. Alors, si on continue sur cette partie réglementaire, comme vous connaissez, vous êtes dans une ville, donc vous êtes un élu, c'est l'obligation qu'il y a sur la QAI dans les bâtiments tertiaires. Alors, quels sont-ils aujourd'hui? Alors, la réglementation porte sur les établissements qui reçoivent un public très jeune d'enfants, notamment tout ce qui est crèche, école primaire, école maternelle, école primaire, et maintenant également en plus les collèges et les lycées. Donc, tout ce type d'établissement. Ça, c'est nouveau, ça, c'est depuis quand, ça, le collège? Alors, au niveau maternelle, crèche, primaire, maternelle, c'est à partir de 2018. Et c'est en 2020, sauf erreur de ma part, je crois que c'est en 2020 que se sont ajoutés les collèges et les lycées. Et à partir de 2023, on a d'autres types d'établissements un peu plus spécifiques qui reçoivent des enfants, des établissements de santé, ce genre de choses, qui s'ajoutent aussi à la liste des bâtiments pour lesquels on doit mettre en place un dispositif de suivi de la qualité de l'air intérieur. Alors, on a plusieurs options possibles. Je sais pas si j'enchaîne. Allons-y, on peut parler deux minutes des options. La première chose à faire, c'est d'évaluer la qualité de la ventilation dans le bâtiment. Ouais. Ça, pour le coup, c'est obligatoire. Et ensuite, on a deux options. Soit on organise une campagne de mesure par un prestataire, un diagnostiqueur COFRAC qui vient réaliser une mesure dans les établissements d'un certain nombre de polluants intérieurs et qui peut derrière donner lieu, si ça dépasse les valeurs limites, donner lieu à des actions correctives pour une nouvelle mesure dans les 2 ans. On peut aussi choisir non pas de faire la mesure, mais de mettre en place un plan d'action pour justement s'attaquer à différentes causes possibles de polluants intérieurs, notamment la ventilation, pas seulement, mais notamment la ventilation, et de mettre en place un plan d'action et de le mettre en œuvre au fil du temps. C'est une deuxième option qui peut être choisie par les collectivités. Alors, finalement, où je mesure, et après je corrige, ou je mets en place directement des éléments qui vont faire que je ne vais pas avoir de problème de qualité d'air intérieur, et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire la mesure. C'est un peu ça. C'est quoi les polluants qui sont recherchés exactement dans cette qualité d'air intérieur? C'est le dioxyde de carbone, le CO2, les formaldéhydes et le benzène, qui est un indicateur de polluants extérieurs, qui est plutôt émis par l'extérieur pour entrer dans les bâtiments. OK. Nous, à la ville de Fâche-Chemillé, on a fait un choix autre par rapport à ces options-là. On a décidé d'aller un peu plus loin et de mettre en place des capteurs de pollution qui vont mesurer en permanence en fait, la quantité de ces différents polluants dans nos établissements scolaires et nos crèches. Voilà, on va y revenir là sur le détail. Là, vous allez nous présenter ce détail de ce que vous avez fait et avec ce retour d'expérience. Alors, pour continuer, Benjamin, là, on parlait réglementation, les obligations. Si j'ai bien compris, c'est que je suis dans une copropriété en étage, je n'ai pas d'obligation aujourd'hui, y compris vente et location. Même si je suis sur une zone à risque de radon. Là, je parle à Thierry, peut-être.
On n'a pas de réglementation particulière sur la ventilation, oui et non. Un logement, quand on est dans le logement doit être décent. Et la réglementation de la décence ces dernières années a été modifiée. On a rapporté un critère de décence en 2018, au 1er janvier 2018, où les fenêtres doivent être hermétiques, c'est-à-dire doivent avoir un joint hermétique. Et au 1er juillet 2018, si mes souvenirs sont exacts, c'est la ventilation. Donc, on a intégré dans le critère de décence un critère de renouvellement d'air. Ah oui. Ouais. Et donc, ce renouvellement d'air, on l'avait plus ou moins précisé préalablement, mais là, c'était réellement précisé dans le critère de décence, qui est un critère d'un arrêté de 2002, qu'on intègre aujourd'hui le renouvellement d'air nécessaire dans le logement. Donc, tout logement, lorsque l'on vend un logement, lorsqu'on loue un logement, on doit avoir cet élément, on doit préciser si le logement est décent ou pas décent. C'est rarement fait dans le cas de la vente, mais dans le cas de la location, c'est une évidence, le logement doit être livré décent. Oui. Benjamin Rougerol pour l'APC. Alors, donc, on peut peut-être présenter l'étude que vous avez faite sur la copropriété, sur les copropriétés qui étaient plutôt des copropriétés à Paris ou en Île-de-France. Oui, c'est ça. Donc, en fait, cette étude, on l'a publiée en 2020. Je la montre à la caméra. Hop, voilà. Donc elle est disponible d'ailleurs Elle est disponible en ligne. On peut la trouver sur le site de l'Agence parisienne du climat. Donc, ça s'appelle Performance énergétique en copropriété, retour sur 2 ans d'instrumentation. Le but du jeu, ça a été pendant 2 années de suivre 8 copropriétés en Île-de-France qui faisaient des projets de rénovation globale de leur bâtiment. Donc, on avait isolation thermique par l'extérieur, toiture, fenêtres et ventilation. Et le but du jeu, c'était de voir entre ce que nous dit un audit, ce que nous dit un maître d'œuvre lorsqu'il fait la conception des travaux et les consommations et le comportement réel du bâtiment avant et après les travaux, regarder où étaient les décalages et pourquoi il y avait des décalages. Donc, juste sur la partie énergétique, globalement, ce que ça dit, c'est que les travaux sont de qualité, les performances sont plutôt au rendez-vous, mais on a un décalage qui peut aller jusqu'à 25-30% et qui est dû surtout aux surchauffes, donc à des questions d'usage. Et ces questions d'usage, on s'est rendu compte qu'elles sont très, très importantes dans le bâtiment. Il ne suffit pas d'avoir un bâtiment BBC, HQE et tout ce que vous voulez si vous ouvrez les fenêtres en hiver et si vous ouvrez les fenêtres en été aussi pour le confort d'été. Et donc, il y a vraiment une question de bon usage des fenêtres, du chauffage et de la ventilation également. Et donc, ce que l'on a regardé sur la ventilation, c'est 2 choses. C'est premièrement les taux de renouvellement de l'air en toiture. Donc, on est allé mesurer sur les extracteurs en toiture les volumes qui sont aspirés, on va dire, dans les logements. Et on a fait ces mêmes mesures dans les logements pour essayer de regarder si on avait à peu près les mêmes tirages ou si on avait des différentiels. Ce qu'on a vu, par exemple, c'est que sur une copropriété, on tirait 3 fois plus d'air en toiture que ce qui était tiré des logements. Oui, donc il y a des trous dans la raquette. Là. Voilà, ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette. Et donc, tout ça, c'est autant de pertes, que ce soit en chauffage pour l'air et en électricité pour extraire ces 2 tiers d'air qui sont en trop, on va dire. Donc, voilà, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. C'est pour ça que dans certaines copropriétés, on incite les copropriétaires à diagnostiquer les conduits de ventilation et pas seulement à changer les bouches d'entrée et de sortie d'air et d'aller un peu plus loin dans la prospective. Deuxième chose qu'on a regardé, c'est les taux de polluants dans les logements. Donc, pas dans tous les logements, mais dans une petite sélection d'une vingtaine de logements. Ce qu'on a regardé, c'est les taux de CO2 avant et après rénovation pour avoir un marqueur du taux de renouvellement de l'air. Ce que l'on voit, c'est que, donc, pour parler un peu en technique et en ppm, pour ceux à qui ça parle, donc en parties par million, aujourd'hui, le CO2 dans l'atmosphère, malheureusement, il est à 420 ppm environ en moyenne mondiale. Donc, forcément, dans votre logement, vous avez au moins ce taux-là. C'est le bruit de fond. C'est le bruit de fond, c'est ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'air, et qui augmente malheureusement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'air d'un logement est toujours plus pollué que l'air que vous avez à l'extérieur, puisque forcément, l'air que vous avez dans votre logement vient d'abord de l'extérieur. Et donc, dans le logement, vous allez rajouter des polluants. Si vous restez toute la journée dans une pièce fermée sans ventilation, vous transpirez, vous émettez beaucoup de CO2, donc vous allez faire monter le taux de CO2 dans l'air. Ce que l'on voit, c'est qu'avant rénovation, on avait 50% du temps. Est-ce qu'il y a un seuil Oui, je vous parlais. C'est ce que j'allais dire justement. C'est qu'on voyait que 50% du temps, on avait des dépassements du seuil. Je suis impatient. Et le seuil, non, je t'en prie. Et le seuil est à 1000 ppm, donc 1000 parties par million, donc à peu près 2 fois le taux, un peu plus de 2 fois le taux atmosphérique, pour commencer à être considéré comme sur lequel il faut porter une attention. Et 1200 si on veut un seuil plutôt observé par l'ANSES.
qui dit d'ailleurs, par des études, que dépasser ce seuil, on commence à avoir des effets sur le corps humain, notamment des pertes de concentration, des pertes musculaires sur notre capacité physique à bouger, à faire des choses. Et donc, plus on va monter en concentration, plus on va être fatigué, déconcentré, etc. Ce qui se voit dans des bureaux, ce qui se voit quand on travaille longtemps dans une même pièce. Donc, c'est pour ça qu'il faut aérer aussi et pas seulement ventiler. Et donc, ce que l'on voit surtout, le plus important, c'est qu'après rénovation, on a généralement mécanisé les ventilations qui avant étaient naturelles. Donc, on avait un tirage un peu aléatoire qui peut dépendre de la température, qui dépend de plein de facteurs et qui n'est pas toujours constant. Donc, le fait de mécaniser, donc venir mettre des extracteurs en toiture, puis aussi des bouches d'entrée d'air, alors soit autoréglables, soit hygroréglables, donc qui vont jouer en fonction de l'hygrométrie de l'air, donc du taux d'humidité. Et on se rend compte qu'en fait, 90% du temps, de mémoire, on est en dessous des seuils du 1000 ppm de confort. Dans le logement, dans les logements considérés. Dans les logements qu'on a étudiés. Donc en fait, avant, on avait des taux qui pouvaient monter jusqu'à 2000 voire 2500 ppm en pointe si on n'a pas toujours sur l'usage, cette question d'ouvrir les fenêtres pour aérer quand on reste trop longtemps, en plus de la ventilation. Donc on avait des dépassements de taux qui étaient très importants et qu'on n'a plus après la rénovation. Et donc, on a des occupants qui nous disent qu'ils ressentent quand même un meilleur confort globalement ou un confort identique par rapport à avant. Donc ça, c'est un point qui est très important et qui va au-delà de la santé du bâtiment, mais qui joue aussi sur la santé des occupants. Et on a regardé aussi les taux de formaldéhyde pour rejoindre ce que vous aviez fait aussi. Alors, peut-être les formaldéhydes, juste avant de détailler là, les résultats sur formaldéhyde, on y revient. Hein. C'est quoi les formaldéhydes et c'est quoi la source d'émission de ce polluant? Est-ce qu'il y en a un qui veut juste le dire et puis après, toi tu le sais peut-être, oui. Il y en a un petit peu partout. En fait, ça fait partie des polluants intérieurs, donc tout ce qui va être peinture, colle, poussière, toutes les choses qu'on va rajouter dans son logement par rapport à l'air extérieur sont des polluants et sont des éléments qu'il faut éviter au maximum d'émettre. Et enfin, pour les écoles, peut-être que tu veux répondre, mais il y a plein de sources de polluants dans les écoles. Bon. Ouais. Effectivement, ça vient des matériaux ça peut venir des matériaux de construction, des peintures. Donc, suite à par exemple des travaux ou des rafraîchissements à l'intérieur de bâtiments, et des produits d'entretien aussi. C'est une source importante. On peut constater souvent des pics de concentration de formaldéhyde après le passage de l'entretien, de nettoyage des locaux, qui nécessiterait du coup potentiellement d'avoir une très bonne aération systématiquement juste après avoir un nettoyage, et également de rechercher du coup l'utilisation de produits. D'ailleurs, c'est valable que ce soit pour les matériaux de construction, les peintures ou les produits d'entretien, d'utiliser des produits qui s'engagent à respecter tel ou tel label. Il y a un nouveau label, par exemple, air intérieur contrôlé sur les produits d'entretien qui a été créé il y a quelques années, en 2018, je crois, qui permet de s'assurer que les produits qu'on utilise déjà sont peu émetteurs de ce type de polluants. Oui, parce qu'on a beau mettre des solutions en place pour finalement ventiler, mais si on met des produits qui sont émissifs, finalement, on sape ce travail-là, Thierry. Oui, tout à fait. Un des premiers vecteurs de formaldéhyde, c'était les solvants, tous les solvants, les cols néoprène. Dans le bâtiment, c'est utilisé pendant de nombreuses années, dans les parquets, tous les éléments techniques. Donc, dès qu'on a des problèmes d'humidité, lorsqu'on a un gros souci de mauvaise ventilation, donc on a une charge d'humidité, cette charge d'humidité va décoller quelque part les particules de ces solvants, et on va retrouver ces particules dans mauvaise qualité de l'air dans l'air intérieur. Les solvants ont été des premières causes, et on a aujourd'hui de plus en plus, on travaille maintenant sur des solvants acryliques, qui sont des bases beaucoup moins nocives qu'on travaillait précédemment. Mais on a encore beaucoup de logements, beaucoup de bâtiments qui ont gardé ce type de composants. Oui, Benjamin, alors pour finir sur cette étude, là, parce qu'on a tiré un peu le fil des différents polluants, donc là, vous avez mesuré, donc, le CO2, ça on a compris, et 2, la partie formaldéhyde. Oui, et donc très rapidement, parce que les résultats sur le formaldéhyde sont les mêmes que sur le CO2. C'est-à-dire que quand on ventile correctement, au moins de façon continue, on a simplement ces polluants qui ne s'accumulent pas dans le logement et qui sont évacués quasiment aussitôt qu'ils sont produits. Alors, ce que l'on observe quand même, par contre, c'est qu'après rénovation, donc pour aussi donner quelques chiffres, on est entre 0,2 et 0,4 fois le volume d'air du logement qui est renouvelé chaque heure. Donc, il faut plusieurs heures pour renouveler intégralement le logement, si on veut le dire comme ça. Oui, c'est ça, 5 heures quoi, pour renouveler 3-4 heures. C'est ça.
Il y a des recommandations qui poussent à 0,6 volume-heure, chose qu'on n'a pas observée sur les copropriétés, même après rénovation. Et après, on rentre dans un jeu d'équilibre entre la performance de la ventilation et la performance énergétique. Plus j'évacue d'air chauffé en hiver, plus je vais tirer sur mon chauffage, donc plus je vais consommer. Oui, parce qu'il faut réchauffer l'air frais qui rentre dans le logement. Et donc, c'est ça. je consomme de l'énergie pour chauffer. Mais finalement, il y a un double effet. Là, je réfléchis en même temps que ce que tu viens de le dire. C'est quand je rénove, à la fois, bon, je ventile, et donc ça, c'est une bonne chose. Mais aussi, je supprime les matériaux. On parlait des matériaux qui sont émissifs de formaldéhyde, parce que ces mauvais matériaux, je les enlève et puis je mets des matériaux qui sont faiblement émissifs, si j'ai bien fait mon travail. Donc, c'est plutôt intéressant, cette rénovation à ce titre aussi. C'est-à-dire, c'est supprimer aussi les sources d'émissions. Au maximum, oui. C'est ce qu'on essaie de faire, en effet. Est-ce qu'il y avait autre chose sur cette étude, donc CO2, formaldéhyde C'est tout ce qu'on a mesuré sur la Ouais. qualité de l'air. On a regardé dans les logements après des questions plus de température et d'hygrométrie pour le confort d'été, où là, on a encore beaucoup d'efforts à faire, surtout en ce moment avec la petite vague de chaleur qu'on est en train de vivre. Il y a encore du travail, mais là, c'est d'autres problématiques. Voilà, Thierry, oui, tu voulais Oui, rebondir. quand on parle finalement de supprimer les matériaux qui possèdent tous ces solvants qui se transforment en formaldéhyde, on a dans les écoles depuis de nombreuses années déjà changé tous les matériaux, les revêtements de sol, les revêtements de murs. On a une exigence, surtout pour la petite enfance, de matériaux bien particuliers. On ne peut plus employer n'importe quoi déjà depuis de nombreuses années. Voilà, donc il y a déjà des réglementations. Finalement, il n'y a pas que de la règle. Quand on regarde le QAI, c'est un système global. Là, hein. Il faut regarder aussi les matériaux et l'extérieur, la ventilation. Bon, enfin, il faut regarder de manière plus large. Alors, si on revient maintenant sur Christopher, sur l'étude que vous, non, pas l'étude, ce que vous avez mis en place sur votre ville, si j'ai bien compris, c'est que vous avez mis 50 capteurs, si je ne me trompe pas, sur les écoles, mais pas que. On disait, vous avez mesuré pas que la pollution intérieure, mais aussi extérieure. Bon, peut-être vous allez nous détailler, oui. Oui, effectivement. Alors déjà, le point de départ, c'est qu'en 2020, donc quelques mois après que nous ayons été élus en 2020, on a déclaré la ville en urgence climatique et écologique. Et dans le cadre de cette déclaration, on n'a rien inventé, on s'est juste engagé à chercher à atteindre les recommandations des différents scientifiques, des différents rapports scientifiques dans différents domaines, les recommandations du GIEC par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et à l'empreinte carbone, les recommandations de l'IPBES par rapport à la biodiversité et les recommandations de l'OMS sur les seuils de qualité d'air auxquels sont exposés nos administrés. Donc, on s'est engagé à faire tout notre possible pour réussir à atteindre ces seuils de l'OMS. On a fixé comme horizon 2030, mais voilà, l'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible. Et pour atteindre déjà cet objectif-là, la première étape pour nous, c'est déjà de connaître la pollution de l'air dans notre ville, connaître la pollution de l'air auquel sont exposés nos habitants à l'extérieur. On a déjà des informations, on va dire, d'Atmo. Atmo mesure la qualité de l'air extérieur. On a ces informations-là et le modélise également dans notre ville, mais on souhaitait compléter ces éléments-là avec des capteurs qui nous sont propres et qui viennent compléter ces chiffres-là pour avoir une vision très locale, pouvoir percevoir si on a une source de polluants local, par exemple dans un voisinage où on a plusieurs habitations qui utilisent un mode de chauffage très polluant. On ne s'en rendrait pas compte avec les modélisations d'Atmo parce que l'Atmo n'a pas des capteurs partout, mais nous, on s'en rendrait compte s'il y a une problématique à un instant donné. Donc, on est sur le point là, de mettre les capteurs de pollution extérieure au niveau de nos écoles pour savoir ce que respirent nos enfants dans les écoles et crèches lorsqu'ils arrivent à l'école et lorsqu'ils sont dans la cour de récréation. Et là, on vient juste d'implanter cette cinquantaine de capteurs. On a 12 écoles réparties sur 6 groupes scolaires. Et donc, on a au moins 3 capteurs par école, donc pas dans toutes les pièces, mais dans un échantillon, on va dire, de salle de classe. On a installé ces capteurs pour mesurer en temps réel, être capable du coup d'analyser a posteriori à la fois les moyennes et les fluctuations et les pics. À quel moment dans la semaine, dans la journée, dans l'année, on a des pics de tel ou tel polluant, et c'est pour que derrière on puisse identifier l'origine de ces pics de pollution et donc la source et s'attaquer ensuite derrière à la source de ces polluants. Ce qui nous paraît vraiment important, c'est derrière d'être en capacité de mesurer les effets des actions qu'on va mettre en place.
Une fois qu'on a, grâce à ce réseau de capteurs-là, on va pouvoir, quand on va, par exemple, changer le produit d'entretien, quand on va faire des travaux, changer remettre une nouvelle, installer une ventilation sur une école qui n'en avait pas, ou lorsqu'on va agir sur l'extérieur, c'est-à-dire lorsqu'on va mettre en place une rue scolaire pour limiter le trafic routier aux abords immédiats d'une Oui, école. les rues aux écoles, c'est on ferme la rue à la circulation, hein, ou C'est ça, on appelle pendant ça rue les scolaire horaires. ou rue aux écoles, ça dépend des collectivités. Exactement, pendant les horaires d'ouverture et de fermeture des écoles, et de sortie des écoles plutôt, on ferme la rue, par exemple, au trafic routier, là où les configurations s'y prêtent, ce n'est pas toujours le cas, de manière à abaisser l'exposition à la pollution. Mais c'est vrai que si on le faisait sans les capteurs, on pourrait dire, ben voilà, on a mis en place des actions, mais est-ce que ça a diminué l'exposition à la pollution des enfants de 1%, de 5%, de 10%, de 15%? On ne sait pas. Donc là, l'intérêt qu'on voit, c'est vraiment ça. Il y avait deux questions que je me posais. C'était qu'est-ce que vous avez mesuré avec ces capteurs? Quel type de polluant? Vous l'avez peut-être dit, mais je l'ai mangé. Et puis deux, est-ce que en installant ça, vous avez dit, oh, mais, là, vous avez parlé d'urgence, hein. Vous avez dit, mais mince, il y a une urgence à tel endroit parce que là, on ne pensait pas, il y a un vrai problème dans cette salle de cours ou dans cette salle. Oui, alors les polluants qu'on mesure, c'est les principaux. À l'extérieur, on mesure notamment les particules fines et les dioxydes d'azote, qui sont aussi un des principaux polluants extérieurs. Et à l'intérieur, on mesure le CO2, les composés organiques volatiles, donc qui incluent les formaldéhydes, et là aussi les particules fines, de manière à pouvoir connaître la quantité de particules fines issues des pollutions extérieures qui pénètrent La à perméabilité, finalement. l'intérieur. Voilà, la perméabilité. On peut jouer là-dessus, par exemple, par rapport aux horaires d'aération. On sait que la pollution par particules, elle augmente au fur et à mesure qu'on a notamment le trafic routier le matin. Donc ça veut dire qu'il faut aérer avant qu'il y ait le pic de pollution extérieure et pas après, sinon on fait rentrer plus de pollution à l'intérieur. Donc il y a ce type de pratique qu'on pourra mettre en place et qu'on arrivera d'autant mieux à mettre en place en mesurant et en valorisant les effets, en valorisant les effets, en pouvant dire aux enseignants, aux parents d'élèves, etc., ou aux équipes de la ville, ben voilà, là, ce qu'on vient de faire, vous voyez l'effet que ça a pu avoir, c'est pas anodin. Et si au contraire, il y a une action qui n'a pas d'effet, ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas qu'on insiste. On a essayé sur une école, on ne voit pas d'effet, laissons ça de côté et concentrons-nous sur d'autres types d'actions. Est-ce que vous avez donc découvert, je vais vous poser la question à tous les trois, hein, par le biais de ces capteurs, hein, une urgence à traiter tout de suite en disant là, il y a un vrai problème à tel endroit? Alors, pour l'instant, pas vraiment. Alors, on a pour l'instant peu de recul parce qu'on vient tout juste de les installer. Donc, c'est vrai qu'on va prendre un petit peu de temps pour analyser tout ça. Mais on peut déjà noter qu'il y a des moments dans la semaine, c'est-à-dire que même si la moyenne ne dépasse pas les valeurs limites d'un polluant, eh bien, on a des pics de pollution à des moments précis. Et justement, moi, la première réflexion que je me suis fait, c'est tiens, est-ce que ce ne serait pas, par exemple, juste après un nettoyage des salles de classe où on aurait ce pic de polluants. Donc là, on va pouvoir se baser là-dessus pour derrière mener notre petite enquête et puis trouver des axes d'amélioration. Et même quand je disais on est en dessous des valeurs limites, donc considéré comme correct par rapport à la réglementation, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme je l'ai rappelé à l'instant, notre objectif il est de respecter les seuils de l'OMS. Ça veut dire qu'on peut aussi mesurer le chemin qui nous reste à parcourir et qui est important, même si on est bon au niveau de la réglementation, on voit qu'on a encore un chemin à parcourir pour se rapprocher de ces fameux seuils de l'OMS. Oui, Thierry, même question, est-ce que ça arrive des fois dans ton métier de diagnostiqueur, je parle aussi bien dans le logement que dans le tertiaire, de découvrir c'est 300 becquerels, hein, mais oui, qu'on est largement au-delà de ces seuils et qu'il y a un vrai danger pour les personnes à rester. Et donc là, il faut évacuer et fermer le logement ou fermer le local. Le logement, on le mesure rarement, donc on n'est pas dans cette situation-là, mais dans les situations d'école, d'EHPAD, de chambres dans des EHPAD, oui, on a des situations qui sont absolument... notamment pour le radon que je mesure, on a des fois des grandes surprises. Alors, le souci, c'est qu'on ne mesure pas sur une période instantanée, on n'a pas une donnée instantanée sur le radon. Le radon se mesure sur une période à minima sur 2 mois. Donc, le risque, on peut avoir des concentrations très élevées. Le risque de radon est beaucoup plus long. Hein. C'est quelque chose qu'il faut être.
une présence auprès de respirer ce gaz pendant une période longue pour qu'il y ait un risque sanitaire avéré. Néanmoins, qu'on peut avoir des concentrations de 2, 3, 4 000 becquerels dans un local, alors que le seuil est en 300 becquerels. Vous imaginez le volume. Alors, il suffit qu'en plus, la personne qui est présente dans le local a été fumeur ou est toujours fumeur, on multiplie par 30 le risque de cancer du poumon lié à ce double effet. Donc oui, on a des situations très, très élevées, très significatives. Ce dont j'ai l'impression, en parlant tous les trois, bon, on arrive presque au terme de notre table ronde, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'essais, pas mal de risques, mais qu'il y a une réglementation qui est quand même assez faible, ou tout au moins qu'il n'y ait pas une réglementation spécialement QAI, qualité de l'air intérieur, et qui pousserait à faire des mesures, des contrôles de manière plus systématique. La réglementation, elle existe, elle est encore légère par rapport aux exigences, par rapport au risque sanitaire et effectivement au seuil aujourd'hui de pollution extérieure globale de la planète. On a besoin de monter en place beaucoup plus de contraintes. Néanmoins, il faut pouvoir mesurer, il faut pouvoir analyser la situation et y remédier. La qualité de l'air, il ne suffit pas de mesurer, il faut aussi derrière pouvoir avoir les équipes et les entreprises qui nous aident à remédier toute la problématique. Oui. On a des questions du public. Morgane, alors on va en prendre quelques-unes. Morgane qui va intervenir. Alors du coup, il y a une personne du public qui parle qu'il y a des copropriétaires et des locataires qui ont bouché les entrées d'air par différents soucis, soit des problèmes d'aspiration ou de sifflement ou d'aspiration d'air. Et du coup, sa question, c'est quelles sont les conséquences pour le bâtiment, mais aussi pour ses habitants, sachant que ils sont dans les démarches pour alerter le syndic, etc. Donc voilà. Benjamin, ça c'est pour toi celle-là. C'est parfait parce que je voulais prendre la parole à la fin pour rappeler 2-3 petits conseils de choses à faire ou surtout à ne pas faire. Et donc, premier exemple des choses à ne pas faire, c'est boucher les ventilations, que ce soit les entrées ou les sorties d'air. Donc, pour rappel, les entrées, c'est plutôt au niveau des fenêtres ou sur les murs, parfois en grille. Et les sorties, ça va se trouver dans les pièces d'eau, les pièces humides. Le risque, tout simplement, c'est si on bouche dans un bâtiment qui est un peu humide, qui a une tendance à l'humidité, on va très vite accumuler beaucoup d'humidité dans l'air, qui va ensuite se coller dans les points froids, donc par exemple au niveau des intersections entre les planchers et les murs, entre deux murs, entre deux logements, au niveau des fenêtres, et qui va condenser, donc qui va redevenir liquide. Et cette eau, elle va s'infiltrer dans les murs et elle risque de dégrader le mur, structurellement parlant. Elle risque de créer l'apparition importante de moisissures et donc de dégrader fortement la santé des occupants. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire, évidemment. Si on remarque ce genre de choses chez ses voisins, ce qu'il faut, c'est tout d'abord les informer, leur dire que c'est une très mauvaise idée. Il y a souvent le réflexe de dire « je ferme parce que j'ai froid, parce que je sens de l'air rentrer ». Alors certes, mais cet air, normalement, si le logement est bien fait, on a des radiateurs qui sont plutôt situés au niveau des fenêtres et qui ont vocation justement à chauffer l'air qui rentre par les fenêtres. Donc parfois, on croit que l'air s'en va par les fenêtres parce que justement les radiateurs sont en dessous, mais non, ils sont là pour une bonne raison. Donc il faut garder cette entrée d'air, même si elle est froide. Alors après, on a des moyens de la temporiser, par exemple avec des rideaux ou des rideaux épais, on vient bloquer en fait l'arrivée d'air, entre guillemets. Cet air, il va descendre, il va se faire réchauffer par les radiateurs et puis il va se diffuser dans le logement. C'est des petites choses comme ça qu'il faut mettre en place, mais il ne faut surtout pas boucher les entrées d'air. Et s'il y a des problèmes d'humidité qui apparaissent et des problèmes de structure, ce qu'il faut, c'est se rapprocher de l'architecte de la copropriété, s'il y en a un, et du syndic, évidemment, et engager des démarches pour corriger les désordres et éventuellement faire une rénovation énergétique ambitieuse pour corriger déjà les effets de froid sur les murs, corriger l'entrée et la sortie de l'air dans le logement et améliorer à la fois le confort et à la fois les charges. Voilà, merci Benjamin. On a un petit quiz. Allez, on va vous présenter un petit quiz juste avant de terminer cette… pour savoir si vous avez bien retenu tout ce qu'on a pu dire. Alors, je ne sais pas si on a abordé tous ces sujets. Ça, c'est le public qui est à distance qui va répondre. L'ARE 2020 impose un contrôle du système de ventilation à réception des travaux des bâtiments résidentiels. Vrai ou faux? Alors, deuxième question. La réglementation impose une évaluation des moyens d'aération dans les écoles tous les 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Alors ça, on n'y a pas répondu. Je ne pense pas dans le détail, mais on va y répondre. Et troisième question. L'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Vrai? Faux, c'est le contraire. Voilà. Donc, allez, on vous laisse voter. Benjamin, 5 secondes.
4, 3, aussi dans la salle, vous pouvez voter, hein, 2, 1, 0, c'est bon, on peut présenter les résultats. Allez, voilà, on a les résultats. Alors, l'ARE 2020, avant de montrer le juste, hein, Benjamin, on va juste pas aller trop vite. L'ARE 2020 impose un contrôle du système de ventilation à réception des travaux des bâtiments résidentiels. Vrai, 100% des gens ont voté vrai. Est-ce qu'on est bien là-dessus? Est-ce que c'est ça? Voilà, donc là, on était d'accord. La réglementation, deuxième question, la réglementation impose une évaluation des moyens d'aération dans les écoles tous les 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans? Alors là, la bonne réponse n'est pas celle qui a été le plus répondue, puisque c'est 7 ans. L'échéance à laquelle on doit renouveler effectivement le dispositif. Voilà, donc c'était 7 ans. La troisième question, l'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur, 5 vrai à 100%. Bon, tout le monde pensait que c'était ça. Est-ce que c'est bien le cas ou pas? Ça me semble beaucoup 5 à 8 fois, mais… ça dépend ce qu'on appelle pollué exactement, mais en tout cas, oui, il est plus pollué que l'extérieur, ça c'est sûr. Benjamin, alors tu avais les réponses qu'on avait préparées. Hein. Ben voilà, ben on est en phase, hein. On s'est pas trompé. C'était bien ce qu'on avait répondu. Voilà, en tout cas, merci à vous, à tous les trois, pour cette table ronde. On peut les applaudir. Lâchez votre smartphone.